ce soir, la soirée de remise du prix Rosel à Paris. Alors, tout simplement, que représente pour vous le fait d'avoir été récompensé par le prix Rosel cette année? Écoutez, un écrivain ne se sent jamais, je pense, sauf quand il est vraiment très prétentieux, véritablement écrivain, reconnu par les siens. Et donc, pendant quelques minutes, comme le Rosel est un prix qui est donné par un jury d'écrivains, je me suis senti faire partie de la profession. Mais ça ne durera pas, ça dure quelques heures. Voilà, on a toujours, je crois quand on écrit, parce que chacun écrit sa passion, et donc on n'est jamais très certain qu'on est véritablement un écrivain. C'est bien, j'aime pas les gens qui mettent sur leur carte de visite du schmoll, écrivain. C'est pas un métier. Vous considérez que c'est une question de profession? C'est pas une profession? C'est pas une profession. Bah, sauf l'écrivain de feuilleton, quoi, mais sinon c'est pas vraiment une profession, je pense. Je pense que c'est une folie. Ça. Donc là, ce prix, ça vous permet en quelque sorte de lutter contre le sentiment d'imposture qui est inhérent à l'écrivain? Oui, mais comme je vous dis, ça ne dure pas le temps de vendre les bouquins. En tout cas, ça sert au moins à vendre des bouquins. Soyons clairs. Donc le prix Rosel, c'est un des très rares prix belges, finalement, Oui, c'est disons le principal prix littéraire. Il y en a plusieurs, mais c'est le principal prix littéraire et celui qui est le plus visible, celui auquel le public des amateurs de livres en Belgique donne le plus d'importance. Finalement, on a parlé tout à l'heure pendant la discussion de savoir s'il existait une littérature belge. Vous n'êtes pas spécialement exprimé sur le sujet. Est-ce que vous avez une idée sur la question? Bon, il n'existe pas de littérature belge, il existe des écrivains qui vivent en Belgique, qui sont d'ailleurs pas nécessairement belges, puisque pour des raisons fiscales, il y a certains Français, Éric Emmanuel Schmitt par exemple, qui est écrivain belge, il est naturalisé belge, donc vous voyez, si on met ça comme standard la littérature belge, on commence à se poser des questions. Donc, ce qui est intéressant en Belgique, je pense, mais de manière générale, c'est qu'il y a proportionnellement au petit territoire que représente la région francophone de Belgique, ça signifie à peu près 4,5 millions d'habitants en comptant les bébés et les Alzheimer, un nombre proportionnellement très élevé non seulement de lecteurs au mètre carré, mais aussi d'écrivains au mètre carré. Ça, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est très caractéristique en Belgique, c'est que chaque écrivain a son univers. Et donc, il n'existe pas de littérature belge francophone dans la mesure où on a autant d'univers littéraires qu'il y a d'écrivains intéressants. Est-ce que parmi ces auteurs de nationalité belge, donc, il y en a-t-il que vous appréciez tout particulièrement? Oui, moi j'aime beaucoup. Alors, il y a deux personnages en tout cas tout à fait intéressants. C'est d'abord Pierre Mertens, qui est un peu le père de la littérature belge moderne et qui est le premier. Pendant très longtemps, les écrivains belges se sont fait passer pour des écrivains français. Il y avait une espèce de complexe belge. Et donc, ils écrivaient dans les années 50 ou 60 des bouquins qui se passaient dans un lieu improbable de France ou à Paris, avec des personnages qui s'appelaient Dupont à peu près. Parce que ils ne voulaient pas apparaître comme belges. Et c'est plutôt avec les écrivains de la génération de Pierre Mertens dans les années 70 qu'apparaissent des écrivains qui s'assument comme belges. Et le paradoxe, c'est que il a commencé à avoir des écrivains qui s'assument comme belges et qui s'imposent comme écrivains de Belgique au moment où la Belgique commence à exploser. Il y a là un étonnant paradoxe. Même chose d'ailleurs pour le cinéma. Personne n'a jamais entendu parler du cinéma belge jusqu'à ce que la Belgique soit sur le point d'exploser. Et à ce moment-là, il y a les deux Palmes d'Or, il y a, par les frères Dardenne, il y a Jaco van Dormael, il y a tous les comédiens qu'on connaît, Benoît Poelvoort, Cécile de France et les autres. Vous parlez de ce complexe belge. Le complexe, il est de ne pas être français ou d'être belge? Les deux. C'est d'être belge qui est une espèce d'obligation à la modestie. En Belgique, on déteste les têtes qui dépassent. Et, sauf quand elles sont mortes, alors là, ils deviennent des héros. Soit
Et alors il y avait, en tout cas dans la littérature belge, ça a disparu, il y avait un complexe vis-à-vis de la France, en disant on devrait nous prendre pour des Français. Et ça a disparu. C'est peut-être parce que la littérature française a perdu son aura et son charisme aussi. Et que la littérature française, si on la met à l'aune de ce qui se publie dans le monde, n'a plus l'éclat qu'elle avait dans les années 50, je veux dire, les années Camus-Sartre, où c'était des écrivains d'importance au plan mondial. Et là, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'écrivains français aujourd'hui qui puissent être l'équivalent des grands écrivains américains ou même des grandes écrivaines indiennes, par exemple. Ça, c'est des écrivains universels. Il n'y a pas en France aujourd'hui. Je le regrette, mais c'est comme ça. Parce que les Belges font partie de la littérature de langue française. Il n'y a pas cet équivalent. C'est ça aujourd'hui les grands écrivains bibliques. On va peut-être parler un peu de votre roman, donc, qui a été primé pour le prix Roselle, Monsieur Optimiste. Donc on parle à l'écrivain là. Comment voilà. Donc tout simplement, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, est-ce que vous pourriez, comment vous le présenteriez pour ces personnes-là? Monsieur Optimiste, c'est l'histoire de mon papa et beaucoup de ma maman, malgré son titre, parce qu'au départ je voulais faire un livre sur mon papa et puis ma maman a pris beaucoup de place, comme toutes les mamans. Et mon papa est venu en Belgique, c'est un juif polonais qui est venu en Belgique étudier, parce qu'en Pologne il y avait un numerus clausus qui empêchait les juifs d'entrer à l'université, et il est venu étudier la pharmacie à la fin des années 20 à Liège. Et puis de Liège, une fois qu'il a terminé ses études, il est allé à Bruxelles travailler dans des pharmacies. Et en 1939, il a rencontré une madame qui venait d'arriver, elle de Vilnius, la capitale aujourd'hui de la Lituanie, mais à l'époque qui était de culture russe. Et coup de foudre. Coup de foudre tellement puissant, on était en 40, il se marie en 40, tellement puissant ce coup de foudre que ça attire tout de suite l'attention de l'armée allemande qui s'amène en Belgique pour les poursuivre. Et donc, hop, ils prennent leur vélo, puisqu'ils sont belges, ils prennent leur vélo, entre-temps, et ils foncent vers Boulogne-sur-Mer. Quelle erreur, puisqu'ils sont évidemment rattrapés par les Allemands qui, eux, avaient mieux que des vélos. Et donc, ils reviennent à Bruxelles, comme tous les Belges qui étaient partis dans l'Exode, et mon père se remet à travailler dans sa pharmacie, mais les Allemands, bien entendu, à ce moment-là, proclament que les Juifs doivent être déportés, et donc sont convoqués à un endroit qui s'appelle la caserne d'Ossin à Malines, qui était l'endroit d'où sont partis tous les convois vers les camps de la mort. Et eux hésitent. Personne ne connaît les camps de la mort à l'époque. C'est aujourd'hui qu'on sait. Enfin, ils l'ont découvert en 1945 seulement. Et donc à l'époque, on se dit, ouais, ça va être embêtant, les Allemands vont nous obliger à travailler ou que sais-je. Et donc ils hésitent, parce qu'ils sont extraordinairement légalistes. Ils ne veulent pas se mettre hors la loi. Ils savent bien que s'ils ne répondent pas à une convocation, ils sont hors la loi. Et c'est le flic de quartier qui leur dit, vous faites votre valise tout de suite et vous venez chez moi, vous fermez la pharmacie, c'est fini. Et qui les a ainsi sauvés, qui leur a sauvé la vie. Parce que ce policier faisait partie d'un réseau de la résistance et donc il s'est retrouvé à les protéger et à les cacher à travers tout ce réseau jusqu'à la fin de la guerre. Et alors à la fin de la guerre, mon père et ma mère se sont aperçus que l'essentiel de leur famille avait disparu dans les camps évidemment. Sauf la mère de Monsieur Optimiste. Une fois de plus, Monsieur Optimiste avait eu quand même une flamme de joie dans ses malheurs. Et il fait venir sa mère, qui s'était échappée du ghetto de Varsovie par les égouts, et qui avait réussi ainsi miraculeusement à survivre, et qui, elle, va partir en Israël, où elle va rencontrer l'homme de sa vie, parce qu'en fait elle a épousé mon grand-père qu'elle n'aimait pas, on l'a obligé à épouser, elle est pour le mariage forcé. Et
l'homme de sa vie, il le rencontre là, en Israël, parce que lui aussi, par miracle, avait échappé à l'Holocauste. Et ils se marièrent, mais il n'a plus aucun enfant. C'est triste. Et alors, le livre, Monsieur Optimiste, c'est au fond cette histoire-là, c'est-à-dire ma redécouverte, mon enquête, parce que je ne savais pas tout ça. Mes parents, moi je suis né après la guerre, et mes parents ont voulu faire de moi un Belge authentique, un vrai Belge, qui n'avait aucune racine polonaise ou russe. Et ils n'ont donc pas raconté grand-chose de ce que je vous dis. Et donc il a fallu que je fasse une véritable enquête policière pour essayer de reconstituer quelques pièces de ce puzzle. Et j'ai notamment, ça c'est le miracle, retrouvé dans une caisse que j'avais ramenée de chez ma maman, des tas de lettres de ma grand-mère, la fameuse maman de Monsieur Optimiste qui avait échappé au ghetto de Varsovie, de sa fille, sœur de mon père, et à travers ça, j'ai ainsi pu reconstituer petit à petit, au fond, tout leur quotidien des années 30, et même du début des années 40, et la vie et l'état d'esprit aussi de cette époque-là. Et donc ce livre, c'est un peu ça, c'est à la fois un livre sur l'identité belge, mais à travers cette espèce d'identité cosmopolite que j'ai redécouverte en écrivant ce livre. Et pourquoi, à ce moment-là de votre vie, vous avez ressenti le besoin de plonger dans les archives familiales? Une raison? Écoutez, généralement je suis très perplexe devant les jeunes romanciers de 25 ans qui publient leur premier roman en racontant leur vie et leur mémoire. On se demande ce qu'ils vont pouvoir faire après. Enfin oui, ils vont faire des mémoires 2, mémoire 3, mémoire 4. Je pense qu'il faut avoir beaucoup écrit pour pouvoir écrire une histoire aussi personnelle. Sinon, elle est brute de décoffrage. Il n'y a pas assez de distance. Et donc, il a fallu que j'écrive plusieurs romans de pure fiction, au fond, pour que je puisse avoir la distance de considérer et de faire entrer mes parents, mon papa, ma maman et tout l'univers qui les environne, tous ces personnages qui vont grouiller autour d'eux, un moment en tout cas, leur père, leur mère, leur sœur. Pour pouvoir les faire vivre, il a fallu que je me comporte comme s'ils étaient des personnages de fiction, et que je l'écrive comme si c'était une fiction, même si j'ai voulu être fidèle à la vérité, et à la réalité, d'où les trous noirs dont je parlais. Et vous considérez quand même ce livre comme un roman, pas comme une chronique? Oui, c'est compliqué. Je dirais un récit romanesque. C'est un récit en ce sens qu'il y a l'essentiel est vrai, mais c'est romanesque dans la mesure où j'essaye de l'écrire d'un point de vue distancié, en gardant justement la liberté de l'écrivain, comme si mon papa et ma maman étaient des personnages de fiction. Si je crois me donne une plus grande liberté pour à la fois décrire leur psychologie et raconter leur histoire. Il y a tellement d'éléments rocambolesques finalement dans l'histoire de votre famille. Quand on lit le roman, on s'en rend compte que parfois ça paraît même être de la fiction. Enfin, c'est vrai qu'il y a certains passages où on s'étonne que ce soit réel. La réalité dépasse la fiction, comme on dit toujours. Oui. Et il y a la magie finalement, et c'est récurrent dans votre livre. Donc vous évoquez notamment le fait que votre père était assistant magicien, et ça revient au fil du récit. Oui, alors c'est un fil rouge, c'est bien que vous remarquiez ça, parce que mon titre de travail, c'était pas Monsieur Optimiste. Mon titre de travail, donc ça a été longtemps dans ma tête le titre du livre, c'était Le fils préféré du magicien. Je précise que je suis enfant unique, bien entendu. Et parce qu'effectivement, mais c'est finalement une autre façon de dire Monsieur Optimiste. Il a commencé, quand il est venu en Belgique, par trouver un boulot d'assistant ou de comparse plus exactement d'un magicien, ce qui est le boulot le plus pratique pour quelqu'un qui ne parle pas la langue. Il doit juste dire quelques mots. Bon. Et puis, toute sa vie a été une magie. Comment il a survécu aux rafles allemandes, comment il a réussi à être dans cette
petit nombre de juifs qui n'ont pas été ni lui ni sa femme amenés en camp de concentration, ni arrêtés. Et puis la grande magie aussi, comme pharmacien, de fabriquer des produits qui, paraît-il, ont sauvé la Belgique.